En mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour la déportation illégale et le transfert illégal d'enfants ukrainiens. Dans la fiction que vous allez entendre, Vladimir Poutine a été arrêté puis transféré à La Haye, où il est maintenant jugé. Le procès de Poutine. Une fiction d'Amnesty International. Épisode 1. Allô ? Non, je suis dans le train. Attends. Pardon, désolée. Merci. Ouais, je suis en route. Essentiellement du reportage, mais ils veulent aussi des articles de fond et je ferai des directs. Non, je couvre l'intégralité du procès. T'imagines ? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Non, je sais, non. Ils m'ont carrément pris un appart. Non, mais tu penses, j'aurai pas le temps. C'est historique, ouais. Exactement. Allô ? Ah, merde. Ce tribunal a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Vladimirovitch Poutine, ancien président de la Fédération de Russie, pour la déportation illégale et le transfert illégal de milliers d'enfants ukrainiens depuis février 2022. Monsieur Poutine, vous avez décidé de ne pas parler au cours de ce procès. Bien qu'il s'agisse d'un de vos droits les plus fondamentaux, c'est une décision qui peut vous être préjudiciable. Maintenez-vous votre position ? Mon client rejette catégoriquement ces accusations, tout comme il rejette la légitimité de cette cour. C'est pourquoi il a en effet choisi d'exercer son droit au silence. Le tribunal prend note de la position de la défense. La parole est à Madame la procureure. Vladimir Poutine, ici présent, est présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants et de transfert illégal d'enfants depuis les zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie. Cette déportation aurait commencé dès le 24 février 2022, date de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine. Des mandats d'arrêt ont été émis contre M. Poutine et contre Maria Alexeyevna Lvova-Belova, commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en Russie. Nous disposons de preuves incluant des témoignages directs, des vidéos, des images satellites, des enquêtes de journalistes ainsi que des rapports de plusieurs ONG et agences internationales. Monsieur Poutine est renvoyé devant nous car la Chambre préliminaire a estimé qu'il existait des motifs substantiels de croire qu'il est personnellement responsable de ces transferts forcés de mineurs en violation de l'article 8 du Statut de Rome et de la 4e Convention de Genève. Merci. J'appelle à la barre le premier témoin de l'accusation. Pour des raisons de sécurité, vous avez décidé de faire usage de nos mesures de protection des témoins. Votre témoignage se fera donc sous pseudonyme, avec un masquage visuel et un dispositif de modification de la voix. Vous êtes actuellement présent dans ce tribunal depuis une salle reliée à la salle d'audience par vidéoconférence. Pouvez-vous nous indiquer votre année de naissance et vos fonctions ? Je suis né en 1984. Plus fort, s'il vous plaît. Je suis né en 1984. J'étais capitaine de l'armée russe, en poste à Kherson pendant l'invasion de l'Ukraine. J'ai décidé de témoigner pour dire la vérité, même si ça met aujourd'hui ma fille en danger. Soyez-en remerciés. Les autorités de Kiev ont identifié un peu plus de 19 500 enfants déportés entre le début de l'année 2022 et la fin de l'année 2024. Ce chiffre vous paraît-il plausible ? Je ne dispose d'aucun chiffre, je suis désolé. Les associations et ONG qui ont contribué à la tenue de ce procès affirment qu'il pourrait y avoir au total des centaines de milliers d'enfants.
Si l'on compte tous ceux qui vivent dans les territoires ukrainiens occupés depuis 2014 et en Russie, il serait même plus d'1,5 million. Et ces déclarations devraient être prises pour argent comptant, j'imagine. Après tout, les chiffres ukrainiens sont si fiables. Vous dites un peu plus de 19 500. En réalité, il y en a encore davantage. Plus de 700 000 enfants accueillis en Russie dans un endroit sûr ont été recensés. Il s'agissait de sauver des vies, pas de les prendre, pour offrir à ces enfants un avenir loin de la guerre. Il ne s'agissait pas de les accueillir, mais de les déraciner et de les couper de leurs racines ukrainiennes. Monsieur, diriez-vous que ces enfants étaient sauvés ? Non. On a séparé les familles. Les enfants étaient emmenés de force, et les parents qui ont protesté ont été réduits au silence. En novembre 2022, Amnesty International a publié Like a Prison Convoy, un rapport prouvant que des enfants séparés de leur famille ne parvenaient pas à quitter la Russie pour retourner en Ukraine. La saisine de ce tribunal, impulsée par un collectif d'universitaires, repose en partie sur ce rapport. Amnesty International a mis en évidence l'existence de camps de filtration où les enfants étaient triés et séparés de leur famille. Il n'y avait donc pas que des orphelins, comme le soutient le Kremlin. Il est impossible d'établir qui sont tous ces enfants, combien ils sont exactement, quand et comment ils ont été déportés, mais votre témoignage dans ce procès est crucial. Je proteste. Nous ne connaissons pas l'identité du témoin. Comment pouvons-nous être certains de la fiabilité de ses paroles ? Quand bien même ce serait un vrai soldat, qui a envie de croire un déserteur ? La parole est à l'avocate des victimes. Vous pouvez interroger le témoin. Vous avez supervisé la mise en place de certains de ces camps de filtration. Pourriez-vous nous dire où et quand ? À Kherson en février et en mars 2022, puis à Mariupol en avril et en mai. En quoi consistait cette filtration ? Le processus que la Russie appelait filtration est en fait une vérification. Les enfants étaient photographiés et nous prenions leurs empreintes digitales. On confisquait leurs affaires et on inspectait les téléphones et les ordinateurs des parents. Puis on les interrogeait sur leurs opinions politiques. On a emprisonné des parents ukrainiens pendant plusieurs mois et on a déporté leurs enfants pendant ce temps. À Mariupol, quand les parents passaient par des camps de filtration, il y avait des bus qui amenaient les enfants pour les conduire de l'autre côté de la frontière, jusqu'à Rostov par exemple. Ensuite, certains prenaient l'avion pour Moscou ou d'autres villes. Qui étaient ces enfants ? Des filles et des garçons. Certains étaient orphelins, mais la majorité d'entre eux avaient encore des parents. Avec la guerre, il y a eu tellement de gens déplacés qu'on ne savait pas où ils étaient. Il y avait aussi des enfants qui se sont retrouvés séparés de leur famille à la suite des combats, et dont les parents se trouvaient dans une autre commune par exemple. Où étaient-ils emmenés ? Ils ont en majorité été placés dans des institutions. Ces institutions sont des héritages de la période soviétique qui accueillait les enfants des parents en difficulté. Quand Mariupol est tombé, elles ont été ouvertes aux enfants ukrainiens. Quelles étaient les raisons avancées pour le transfert des enfants ukrainiens en Russie ? Tous les prétextes étaient bons. À Lysychansk, par exemple, mon frère a supervisé le transfert d'enfants ukrainiens par la force, sous prétexte qu'il n'y avait plus de professeurs dans la ville et que leur enseignement ne pouvait pas être interrompu. On disait que ces enfants devaient être sauvés quelque part en Russie. Les parents étaient interdits de partir avec leurs enfants. Il ne s'agit pas de raconter ce que votre frère a vu, mais ce que vous avez fait. À ce compte-là, mon frère a vu des enfants maltraités en Ukraine qui ont pu trouver un vrai foyer en Russie. Merci de ne plus interrompre le témoin, maître. Poursuivez. Vous avez, je crois, assisté à des commissions du respect des droits des mineurs. Pouvez-vous nous éclairer sur leur rôle ? Oui. C'était à Mariupol, à partir d'avril 2022. Dans ces commissions, on recensait les familles ukrainiennes avec un faible revenu. Puis on transmettait leurs noms aux tribunaux d'occupation, leur demandant le retrait obligatoire de l'autorité parentale. Les enfants étaient placés en orphelinat dans des territoires occupés et transférés ensuite en Russie avec un statut de mineur isolé. Ces enfants étaient donc sans protection parentale en Russie ? Oui. Nous avons recensé 38 000 cas de personnes privées de leurs droits parentaux par ces commissions. Il y a aussi le cas d'enfants et d'adolescents ukrainiens habitant près du front
qui ont été invités par des mairies, par exemple, à prendre du repos ou des vacances en Crimée ou dans des régions russes. Avez-vous eu connaissance de ces agissements ? Ouais. Alors, selon vous, ces enfants auraient dû rester sous les bombes, exposés aux dangers de la guerre, sans nourriture, sans abri. Dites-nous, capitaine, qu'auriez-vous préféré ? Que la Russie les laisse mourir ? C'était pas une opération humanitaire. C'était une déportation. Les enfants étaient envoyés en colonie, puis on leur disait que leurs familles les avaient abandonnés ou qu'elles étaient mortes. Mais c'était faux. Poursuivez, je vous en prie. Ouais. À Mariupol, j'ai supervisé moi-même le transfert vers ces colonies. J'ai fait monter des enfants dans des bus sous prétexte de les emmener en colonie de vacances. Ces colonies ont-elles existé ? Non. On a beaucoup insisté auprès des parents. Les mairies pro-russes nous aidaient à organiser des séjours. Et ils promettaient aux parents de mettre leurs enfants à l'abri des bombardements pour 2 ou 3 semaines. Mais ils ne revenaient jamais. Alors, arrivés en Russie, les enfants étaient placés dans des institutions. Et leurs parents n'avaient aucun moyen de les joindre. Certains enfants se sont retrouvés à plus de 2000 km de chez eux. Le 24 février 2022, Kherson, ville de 280 000 habitants, est envahie par l'armée russe. Vous faisiez partie des premiers bataillons, et vous y êtes resté jusqu'en avril 2022. Est-ce exact ? Oui, c'est exact. Vous êtes revenu à Kherson au mois d'octobre 2022. J'aimerais revenir sur ce que vous avez fait et vu alors. Beaucoup de choses. Votre témoignage lève le voile sur la réalité crue de la guerre de Vladimir Poutine. Pour la comprendre, il faut plonger dans les histoires individuelles. Je vous encourage à nous livrer votre récit. J'ai surveillé en personne l'embarquement des enfants dans 4 ambulances et 2 cars à l'orphelinat Malutka. On avait inscrit le nom des enfants sur leurs vêtements. On a aussi enlevé des enfants à l'hôpital pédiatrique de la ville. Je me souviens d'un garçon de 8 ans. Sa mère avait été tuée dans un bombardement et on l'avait placé en détention. Puis une infirmière de l'hôpital est devenue sa tutrice. Et on l'a envoyée en colonie. Je me souviens aussi d'une fille de 13 ans qui avait fait un dessin pour soutenir les troupes ukrainiennes à l'école. L'administration a fait un signalement à la police. Son père, qui l'élevait seul, a été condamné à 2 ans d'incarcération pour discréditation répétée des forces armées russes. La fille a été placée dans un orphelinat et on l'a aussi envoyée dans un centre. Comment les enfants étaient-ils traités dans ces centres ou institutions, comme vous les appelez ? J'en sais pas vraiment plus, car mon travail s'est arrêté à partir du moment où ils étaient exfiltrés. C'est noté. Vous ne savez vraiment pas ce qu'il advenait des enfants une fois qu'ils étaient séparés de leur famille, même dans les grandes lignes ? Ils étaient envoyés en Russie, vers des orphelinats ou des centres d'accueil, et je crois qu'on leur enseignait la langue et la culture russe. J'ai vu des documents montrant que certains enfants étaient adoptés par des familles russes. Les centres d'accueil étaient en réalité des centres de détention. Combien avez-vous été payé pour trahir votre patrie ? Maître, un peu de tenue, s'il vous plaît. Le monde nous regarde. Madame la procureure ? Dans son rapport Like a Prison Convoy de novembre 2022, Amnesty International a révélé que les enfants étaient soumis à des programmes de rééducation dans ces centres. Avez-vous été témoin de ce type de traitement ? En Russie, non, j'y étais pas. Mais à Mariupol, il y avait des camps où on forçait les enfants à chanter l'hymne russe, à dire qu'ils étaient désormais des citoyens russes. Ils étaient trop jeunes pour comprendre ce qui leur arrivait. J'ai vu des enfants de 6 ans, de 4 ans. Certains demandaient où étaient leurs parents, mais on leur répondait pas. En territoire ukrainien occupé, les enfants de parents opposés à la guerre risquaient d'être placés en orphelinat. Les autorités russes ont utilisé cette mesure de représailles pour étouffer la dissidence. C'est une forme de répression qui constitue une violence directe envers les familles. Certaines ont été contraintes de quitter la Russie pour éviter une séparation forcée. Quelle emphase ! Oh, c'est un avis personnel que vous donnez là. De surcroît, un avis biaisé par l'idéologie.
Et nous aussi, nous avons des documents, des photos, des vidéos pour prouver que vos dires sont faux. Nous aussi! Nous sommes en mesure de fournir à la Cour les preuves de l'existence d'une 60aine de camps pour enfants ukrainiens déportés de force en Russie. Ces camps étaient situés dans 11 fuseaux horaires, depuis l'ouest, près des montagnes de l'Oural et à Belgorod, jusqu'à l'est, dans le Kamtchatka et à Vladivostok. Ces camps étaient installés dans des sanatoriums, des centres d'éducation patriotique, des anciennes colonies de vacances et même des décharges d'armes chimiques. La parole est à la défense. Maître, vous pouvez interroger le témoin. Je n'aurai qu'une seule question. De qui receviez-vous vos ordres? De mon supérieur hiérarchique. À Mariupol, c'était un major. Il y a Kherson en haut gradé. Un pote polkovnik. Et eux, de qui recevaient-ils leurs ordres? Je sais pas. Merci, capitaine. Il y a décidément beaucoup de choses que vous ne savez pas. Madame la procureure, c'est à vous. La complexité de cette opération de déportation, avec sa chaîne de commandement organisée depuis Moscou jusqu'au territoire occupé, montre clairement la responsabilité de l'État russe. Ce n'est pas une initiative locale. C'est un plan systématique, organisé et industrialisé. Votre client, maître, en est le premier commanditaire. Vous vous appuyez sur des témoignages douteux et des chiffres gonflés par l'émotion. La Russie a évacué des enfants d'une zone de guerre pour les protéger. Du Kremlin au Donbass jusqu'en Sibérie, la pyramide des gouverneurs de région, des hauts et petits fonctionnaires, des responsables régionaux en charge du droit des enfants, épaulés par la hiérarchie militaire, implique plusieurs centaines de personnes. Les preuves existent. Documentées par les ONG, disponibles dans les textes officiels, les émissions de télévision ou les comptes des réseaux sociaux russes. Il existe une chaîne de commandement et une logistique soigneusement orchestrée. La Cour m'autorise-t-elle à poser une devinette? Allez-y. Qui a dit? Les États-Unis ne vont pas rester silencieux pendant que la Russie commet ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité. Personne? C'est Linda Thomas Greenfield, ambassadrice américaine à l'ONU. Cette déclaration a beaucoup fait rire mon client. Crime de guerre venant des États-Unis, c'est presque un compliment. Ce procès est l'illustration de l'hypocrisie américaine. Vous accusez Vladimir Poutine, mais George Bush, Barack Obama et leurs administrations n'ont jamais comparu devant cette cour pour leurs crimes de guerre en Irak, en Libye ou en Afghanistan. Des villes entières y ont pourtant été rasées. Et Joe Biden non plus n'est pas inquiété. Pourtant, il a financé l'armée israélienne à hauteur de 20 milliards de dollars entre 2023 et 2024. Aucun dirigeant européen ou nord-américain ne sera jamais assis sur le même banc que mon client. Ce procès est biaisé. Vous voyez cet homme silencieux dans le box? Il s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine. Prenez le temps de le regarder. Il a la tête haute et le regard fier car il sait qu'il est face à un simulacre de justice. Avouez, vous avez déjà décidé de la sentence avant même ce procès. Ce que nous jugeons ici, c'est la responsabilité d'un dirigeant face à des milliers d'enfants déracinés, dont l'identité a été détruite et les droits foulés aux pieds. Ils ont été privés de leur famille, de leur langue, de leur pays. Nous sommes ici pour défendre la parole de ces enfants et pour que justice leur soit rendue. C'est une question de droits humains. Et où sont-ils, ces enfants? Peut-on les entendre? Ils arrivent, maître, n'ayez crainte. Dans 2 semaines, vous aurez tout le loisir de les interroger. À suivre. Dans le prochain épisode... Je m'appelle Anatoly Isayenko. J'avais 8 ans quand les bombes ont commencé à tomber. Mon père a été tué le 2e jour. Il y avait des bombardements tous les jours. On était cachés sous terre, assiégés par l'armée russe. Tout le monde avait peur. Amnesty International lutte contre l'impunité. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur amnesty.fr. Si tu as aimé ce podcast, mets-nous des étoiles, des commentaires et abonne-toi à la chaîne We Made It.